Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aujourd'hui aux opérateurs MS Santé dans le cadre du Ségur du numérique en santé. Comme d'habitude, le webinaire est enregistré, il sera disponible en replay sur le site de l'ANS. On publiera également le support de présentation. On risque d'être assez nombreux aujourd'hui, donc si vous pouvez bien poser vos questions dans l'onglet questions et non pas dans le chat pour qu'on soit sûr de ne pas passer à côté. Pardon, j'étais voisin voyant. Donc voilà, posez bien vos questions dans l'onglet questions et je ferai le relais pour y répondre. On a 3 intervenants aujourd'hui pour ce webinaire, donc je leur passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci Elodie. De même, hein, bonjour à tous. Merci de votre présence déjà assez nombreux. Je vois qu'il y a encore des connexions qui se font. On va démarrer doucement, je crois, par quelques rappels d'ordre plutôt pratique. Il faut juste que je retrouve, voilà. Effectivement, sur le webinaire, très habituel, effectivement, Elodie l'a dit déjà pour la partie chat plutôt que l'onglet, pour la partie question plutôt que l'onglet chat, justement. Que ce webinaire sera enregistré, que le replay sera disponible sur isantego.fr. Et donc, une fois que ces rappels sont faits, on va pouvoir introduire la session. Avant de l'introduire, justement, nous présenter, donc, comme le disait Elodie, on va être trois intervenants. On a José de Santugelcio qui est le nouveau responsable produit MS Santé qui interviendra plutôt à la fin. Mike Gay et moi-même, Édouard Brice, nous, on est en charge de la gestion de l'espace de confiance MS Santé. Et on va aussi se répartir la présentation de la présentation. De fait. Pour rappeler les objectifs de ce webinaire, on en avait fait il y a quelques temps maintenant concernant le Ségur et la mise en conformité au référentiel 1 MS Santé. En tout cas, déjà oui, c'était un premier rappel. Donc la présentation dure bien 1 heure. La première invitation était sur une demi-heure. On a bien prévu une présentation sur 1 heure. La cible principale, mais évidemment pas la seule cible, mais en tout cas, on a orienté la présentation à destination des opérateurs acheteurs qui sont sous contrat avec l'ANS. Alors pour rappel, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec cette notion qu'on a introduite récemment, les opérateurs acheteurs sont les opérateurs donc, sous contrat avec l'ANS, mais qui ne développent pas eux-mêmes le proxy, le connecteur qui permet de faire la liaison technique avec l'espace de confiance et qui sous-traite ça, hein, donc un sous-traitant qui est un opérateur développeur. On reviendra sur ces notions tout à l'heure. Donc les 3 principaux objectifs de ce webinaire, c'est justement toujours et encore de parler finalement de la mise en conformité avec le référentiel 1 opérateur en version 1.5 qui est sorti en avril 2022 et sur lequel doivent se mettre en conformité tous les opérateurs, qu'ils soient développeurs ou acheteurs, d'ici le 30 juin 2023. Alors pourquoi c'est important? On reviendra dessus juste dans la slide après, mais c'est important en particulier parce que c'est un préalable finalement concernant MS Santé, ce qu'on va introduire dans la vague 2 Ségur pour les éditeurs de clients de messagerie MS Santé, et en particulier corriger un frein historique de l'espace de confiance MS Santé qui ne permettait pas une véritable interopérabilité entre clients de messagerie et opérateurs MS Santé. Donc ça, c'est vraiment notre but, c'est de voir avec vous effectivement comment tout l'écosystème, en particulier les opérateurs pour l'instant, seront bien tous conformes, sachant que les opérateurs en contrat avec l'ANS sont plus de 350, en conformité avec ce référentiel-là, avec l'aide évidemment aussi des opérateurs développeurs d'ici cette échéance de milieu d'année. Évidemment aussi, on va faire un point d'avancement du référencement Ségur, donc ce dispositif de financement qui est déjà démarré, on en est à peu près à la moitié, et vous dire voilà, où on en est, qui est référencé à date, et quelles sont les étapes qui vont suivre. Et on va aussi détailler finalement ces différentes étapes de financement d'un point de vue beaucoup plus concret que ce qu'on avait pu faire jusqu'à présent, pour s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de difficultés d'ordre plutôt administratif pour profiter de ce financement. Une fois dit ceci, donc l'ordre du jour reprend évidemment un peu ses objectifs. On va commencer par surtout faire des rappels. Alors désolé pour ceux qui ont déjà participé au précédent webinaire sur les modalités de financement de ce dispositif Ségur qui est destiné aux opérateurs. Rappeler rapidement les objectifs, qu'est-ce qu'il y a dans ce nouveau contrat opérateur V2 aussi, et puis justement ce calendrier de financement opérateur MS Santé. Dans le deuxième point, on verra justement comment solliciter ce financement d'un point de vue plutôt pratique,
je le disais à l'instant. Et enfin, on verra comment les opérateurs acheteurs seront accompagnés pour justement réussir ce défi de monter l'écosystème à ce niveau de conformité au 30 juin. Donc je démarre sur la première partie. Donc, un rapide rappel, alors je l'ai déjà un peu dit dans les propos préliminaires, mais sur l'objectif de ce financement opérateur par type de cible. Pour les opérateurs, justement, c'est vraiment l'adoption de cette API standard qui va leur permettre de toucher potentiellement, en tout cas en libéral, tous les éditeurs de logiciels qui seront à terme compatibles avec cette nouvelle interface. Et puis, pour les opérateurs toujours, on a introduit dans le référentiel 1 la possibilité de remonter de nouveaux types d'indicateurs en national pour mieux suivre la montée en charge de l'espace de confiance MS Santé. Donc ça, c'est aussi un bénéfice pour les opérateurs et pour l'écosystème en général. Pour les éditeurs de logiciels, je l'ai dit, le premier bénéfice, mais qui ne sera visible que lors de la phase de Ségur, donc plutôt à partir de la deuxième partie de 2023, en déploiement même un peu plus tard, et c'est justement cette standardisation entre logiciels métiers, LPS, et opérateurs de messagerie. Et enfin, le bénéfice donc, pour les structures, pour les utilisateurs finaux, finalement, qu'ils soient en structure ou pas, dans le domaine médico-social ou sanitaire, et ça, c'est plutôt aussi des bénéfices qui seront plutôt visibles après la vague de Ségur, mais une simplification de l'usage des clients de messagerie qui seront de plus en plus intégrés dans les logiciels métiers avec toutes ces nouvelles exigences dans la vague de Ségur. Et puis évidemment, comme il y a aussi des financements associés côté utilisateurs finaux pour se doter de ces logiciels référencés, ils seront sans surcoût pour les utilisateurs finaux. Une fois qu'on a rappelé ces objectifs de ce financement, je reviens un peu en arrière sur ce contrat opérateur donc qui est sorti en avril 2021, comme le référentiel 1 en version 1.5. Donc, un des objectifs de toute la démarche qu'on a en ce moment, c'est évidemment de se mettre en conformité vis-à-vis du référentiel, mais le référentiel n'est qu'une annexe finalement au contrat opérateur V2. Et donc, ce qu'on souhaite, c'est que tous les opérateurs s'alignent finalement sur cette nouvelle version de contrat qu'on a appelée V2. Et pour ce faire, un des moyens qui est mis en place, c'est justement d'imposer aux opérateurs, dans le cadre du référencement et donc du financement Ségur, de se mettre en conformité avec ce référentiel. Et pour rappel, rapidement, qu'est-ce qu'apporte comme nouveauté ce contrat V2 par rapport à précédent contrat, qui est toujours en vigueur? Principalement, c'est un principe de l'espace de confiance qui change, où finalement les opérateurs sont intégrés non plus sur un engagement de conformité et avec des contrôles a posteriori, mais vraiment maintenant de plus en plus des contrôles a priori lors des montées de version, par exemple des référentiels. On peut en reparler à d'autres moments. Effectivement, on a de fait aussi adapté les modalités de contrôle qu'on pouvait faire sur les opérateurs, qui étaient assez peu développées jusqu'à présent. Et puis, c'est pas tellement qu'on a renforcé les sanctions, mais on a surtout permis de graduer les sanctions en cas de non-respect des exigences, pour justement qu'elles soient respectées par les opérateurs, sans aller évidemment nécessairement jusqu'à une exclusion des opérateurs, ce qui n'est pas évidemment une cible pour nous. Et puis enfin, ce qu'on voulait rappeler, c'est que, pour comme simplifier un peu toutes ces démarches administratives, que le contrat V2, maintenant, peut être signé de manière dématérialisée. Il n'y a plus besoin de faire des échanges papier avec l'ANS pour le signer. Donc, le calendrier, pour vous dire où on en est de cette démarche de financement, mais aussi de mise en conformité avec le référentiel. Donc, on a découpé ça en 5 grandes étapes. La première étape, finalement, qui est possible depuis avril 2022, la sortie de nouveaux contrats, c'est tout opérateur peut le signer. Par contre, il aura aussi l'obligation de le signer avant le 30 juin pour, en tout cas, profiter du référencement Ségur. L'étape 2, alors celle-ci, elle concerne uniquement les opérateurs développeurs, donc un sous-ensemble d'une dizaine d'opérateurs sur les 350 opérateurs sous contrat. Et là, c'est un référencement, pour ceux qui connaissent, typique du Ségur, où effectivement, les opérateurs concernés déposent un dossier de preuves qui sont vérifiés par l'ANS qui donne le référencement de ces opérateurs. Donc ça, on reviendra dessus dans quelques slides pour vous dire où on en est du nombre d'opérateurs qui sont actuellement référencés, parce que cette étape n'est pas encore finie. Troisième étape, donc ça, c'est pour les opérateurs qui sont référencés
ou pour les opérateurs acheteurs qui vont profiter d'une offre référencée, ils vont pouvoir, à partir de ce moment-là, aller sur le site de l'agence de service de paiement pour demander une avance, on va parler juste après, sur le financement, et puis en étape 5, plus tard, à partir de juillet 2023, un solde. Donc ça, c'est Mike qui, juste après moi, reviendra en détail sur ces étapes 3, 4 et 5. Et donc l'étape 4, dont je n'ai pas parlé au milieu de cette partie de financement, c'est évidemment la partie la plus importante finalement par rapport à notre objectif. C'est bien que à partir du moment où les opérateurs développeurs sont référencés, donc ont des offres référencées, ils vont les proposer à leurs clients, donc les opérateurs acheteurs, qui vont pouvoir, les opérateurs acheteurs, passer commande de ces solutions et surtout les déployer sur le terrain avant le 30 juin pour qu'on ait un maximum d'opérateurs conformes à ce jalon du 30 juin. Je vous ai mis aussi les jalons de l'intermédiaire pour mémoire, mais j'ai parlé de la majorité d'entre eux. Là aussi, une slide que vous avez peut-être déjà vue, je vais passer rapidement, mais évidemment, elle est importante d'un point de vue financement, c'est de dire comment les négociations avaient abouti sur le financement des opérateurs. Et finalement, ce montant de financement, donc c'est la formule qui est en rouge en haut à gauche, se décompose comme suit. Une partie fixe, finalement, qui couvre la mise à niveau du service de l'opérateur, donc la partie déploiement, installation, voire développement pour les opérateurs développeurs, donc qui a été évalué à un peu plus de 6 000 € hors taxe, plus après une partie variable qui dépend du nombre de boîtes aux lettres déployées par un opérateur donné, y compris un opérateur acheteur, à la date du 30 juin prochain, date de fin du dispositif et de la mise en conformité, sachant que cette partie proportionnelle est variable suivant le type de boîte aux lettres, puisqu'on a considéré que la maintenance ou la complexité d'installation d'une boîte n'était pas la même selon le type de boîte, et que je vous ai remis dans la partie droite, dans le tableau, le montant par type de boîte aux lettres. Il y a aussi une remarque qu'on a indiquée en bas, c'est que justement cette avance dont je parlais tout à l'heure, qu'il est possible de demander avant d'avoir finalisé son déploiement au 30 juin prochain, peut être demandée, et cette avance correspondra au montant B, donc c'est 6 000 €, qui sera de toute manière acquis, hein, quel que soit le nombre de boîtes aux lettres déployées au 30 juin. Je poursuis. Donc là, l'objectif, c'est de vous donner justement un peu de visibilité sur cette étape 3. Tout à l'heure, on a vu de référencement des opérateurs. Ce qu'on vous indiquait ici, évidemment, c'est le lien vers la page, qui est la page standard du Ségur, hein, quels que soient les couloirs des task force. Mais si vous sélectionnez sur cette page-là le couloir opérateur MS Santé, vous verrez qu'à date, il y a 5 opérateurs développeurs qui sont référencés. Donc ça évolue encore beaucoup. Il va y en avoir de nouveaux qui vont probablement apparaître dans les prochains jours. Et donc les opérateurs, ils ont tous ceux qui ont candidaté ont déposé des dossiers à l'ANS il y a quelques semaines récemment. Ils sont toujours en cours d'instruction et ils ont jusqu'au 29 mars pour finaliser les échanges avec l'ANS. Et donc au plus tard sera indiqué le dernier opérateur développeur référencé le 23 mars prochain. Ça veut dire quoi pour les opérateurs acheteurs? C'est que dès qu'un opérateur développeur est référencé, l'opérateur acheteur peut se rapprocher lui pour disposer de la solution référencée et démarrer son dispositif de financement côté développeur acheteur, ou inversement, évidemment qu'un opérateur développeur peut se rapprocher de ses clients pour les solliciter et les informer qu'ils peuvent commencer le déploiement de leur solution. Et j'en ai fini pour la première partie. Je vais passer la parole à Mike pour justement rentrer dans le détail des étapes 3, 4 et 5 de ce financement Ségur d'un point de vue plus pratique et plus détaillé. Oui, ça marche. Alors, est-ce que mon micro il est bon? Est-ce que vous m'entendez, Edouard? Ok, parfait. C'est bon. Donc, bonjour à tous. Une fois de plus, merci de votre présence à ce webinaire. Donc, effectivement, comme Edouard le disait plus tôt, là, on va faire un focus sur les parties 3, 4 et 5. Alors, petite précision pour remettre un peu les choses dans le contexte, comme il a été expliqué. Ce financement est articulé de deux manières. Il y avait cette première partie qui concernait les opérateurs développeurs qui devaient justement faire référencer leur solution, donc faire référencer le connecteur MS Santé. Et cette deuxième partie
touche au déploiement de ces solutions référencées. Donc ici, je parle des connecteurs MS Santé, hein, de ces solutions référencées sur les architectures des opérateurs acheteurs. Donc, ce webinaire, en tout cas, on l'a souhaité un peu orienter dans ce sens-là, sans oublier, bien entendu, ce point de mise en conformité mis en avant par Edouard qui arrive au 30 juin. Donc, ici, trois parties qu'on va voir, c'est l'enrôlement, la demande d'avance possible et le solde. Alors, comme vous voyez à gauche, ces trois parties sont articulées comme suit. Alors, je vais rentrer dans les détails de chaque partie, hein, mais ces trois parties sont articulées comme ça, en ce sens que pour solliciter les financements, il faut, dans un premier temps, avoir, bien entendu, un opérateur développeur, c'est-à-dire son sous-traitant du connecteur MS Santé. Il faut avoir un opérateur qui est référencé. Voilà, un opérateur qui est référencé, qui a une solution référencée Ségur, et avec les documents que cet opérateur, la contractualisation avec cet opérateur, son numéro de référencement, plus son attestation de référencement, je peux solliciter les financements Ségur. Donc, la sollicitation du financement Ségur, comme je le disais, c'est en trois parties. Il y a une partie d'enrôlement, il y a une partie où je peux demander une avance. Le montant a été dit par Edouard un peu plus haut, on parle de un peu plus de 6 000 € hors taxe. Et après, il y a une partie solde. Comme vous voyez, la phase enrôlement peut mener directement au solde sans forcément passer par l'avance. Alors, je vais rentrer dans ces détails-là. On parle maintenant ici de l'avance. Comme vous voyez, l'avance qui représente ici, l'avance et l'enrôlement, devrais-je dire, qui représente ici la partie 3, s'arrête au 23 mars. Donc, passé le 23 mars, le guichet qui concerne les demandes d'avance ne sera plus accessible. Voilà. Donc, je vous invite assez rapidement à vous rapprocher, en tout cas, de vos opérateurs développeurs pour voir est-ce qu'ils sont à niveau afin de vous transmettre le nécessaire pour que vous puissiez faire vos demandes. Donc, de manière concrète, une demande d'avance, comment effectuer sa demande d'avance? Ben, vous avez le lien qui est juste en dessous de la présentation, lien que je vous mettrai tout à l'heure dans le chat, mais je vous rassure, la présentation, vous pourrez l'obtenir à la fin du webinaire. Donc, avec les éléments, j'ai envie de dire, de mon opérateur, je peux déjà passer à l'enrôlement. Donc, comme vous voyez sur la droite, les détails pour les actions d'enrôlement sont présentes. Il vous faut, comme dit, le numéro de référencement de votre sous-traitant. Ici, on parle de l'opérateur développeur. Et ensuite, vous avez accès à un formulaire web qui est une partie administrative pour l'enrôlement de votre structure. Donc, j'ai envie de dire que les premières lignes, sauf la dernière, concernent un peu les éléments de votre structure. On va demander quelques justificatifs d'identité, relevé d'identité bancaire de la structure et d'autres éléments que je vous laisse lire là. Et bien entendu, à la fin, on vous demandera également une preuve la preuve de contractualisation, de nouvelle contractualisation, c'est ce contrat V2 signé avec la LS. Et là, avec ces éléments, vous pouvez faire enrôler votre structure afin d'aller vers la demande d'avance ou éventuellement le solde. Donc, je rappelle, hein, c'est une phase très importante. Si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas pu effectuer votre demande d'avance, c'est-à-dire avant le 23 mars, pas de panique, vous pouvez directement aller vers une demande de solde. Des détails sur la slide d'après. Donc, j'ai effectué l'enrôlement de ma structure, sachant que après avoir soumis le formulaire d'enrôlement de ma demande, il y a un temps de validation qui est effectué, il y a une étape plutôt, devrais-je dire, de validation qui est effectuée par les équipes de l'ASP. Et une fois cet enrôlement validé, je peux effectivement faire ma demande d'avance. Et pour cela, une fois de plus, il faudra que je produise les éléments liés au connecteur référencé de mon opérateur développeur, le bon de commande de la mise à jour du connecteur référencé sur mon architecture informatique et également l'attestation de référencement.
Donc, comme vous voyez ici, hein, le bon de commande devra présenter certaines informations pour que celui-ci soit validé par les équipes de l'ASP. Donc, ces informations passées, j'ai envie de dire les données basiques, hein, c'est-à-dire nom de l'opérateur acheteur. Donc ici, on parle de votre structure, nom de l'opérateur développeur, le SIRET, les contacts et tout ça. Ben, il faudra que sur ce bon de commande apparaisse spécifiquement, vous pouvez le voir sur l'avant-dernier point, sur l'encart tout en bas, il faudra que la ligne précise bien qu'il s'agit d'une commande qui concerne le service MS Santé conforme aux exigences REM OP-MSS. Voilà. Ça, c'est très important pour éviter les allers-retours de précision sur ce document. Voilà. Donc, une fois que j'ai le bon de commande, que j'ai l'attestation, je pense que l'attestation, forcément, vous l'aurez parce qu'il y a la contractualisation avec l'opérateur développeur qui devra faire en amont. Ben, toujours, j'ai accès, passé la validation de l'enrôlement, hein, j'ai accès à un formulaire web de demande d'avance où, sur ce formulaire, on va me demander une indication de ma volumétrie de balle actuelle. Donc, on parle bien de la volumétrie de balle déclarée sur l'annuaire santé. Voilà, comme vous le savez, hein, je fais un petit rappel. Toutes les balles MS Santé créées dans votre structure doivent être déclarées auprès de l'annuaire santé, à une exception près, qui sont les balles applicatives. Mais, voilà. Mais les balles personnelles et les balles organisationnelles doivent aller sur, doivent être déclarées sur l'annuaire santé. Donc, ce qu'on va vous demander ici, c'est le nombre actuel de la totalité de vos balles applicatives inclus, et une estimation de l'évolution de ces balles à la date du 30 juin prochain. Voilà. Et donc là, c'est pour nous, hein, pour des simulations de financement de notre côté, pour notre pilotage. Voilà. Donc je répète, pour valider ma demande d'avance, le formulaire, le bon de commande déjà et l'attestation de référencement que je devrais uploader dans le formulaire web de demande d'avance avec ma volumétrie actuelle, c'est-à-dire au moment où je remplis le formulaire, et ma volumétrie estimée au 30 juin prochain. Voilà. Donc, je rappelle encore une fois, hein, parce que je veux que ce soit un point qui soit bien compris. Si je n'ai pas pu faire ma demande d'avance, pas de panique, cela n'empêche pas que je fasse ma demande de solde. Voilà. Donc, passé le 23 mars, je ne pourrai pas faire de demande d'avance. Mais bien entendu, à la date à partir du 30 juin prochain, il me sera possible d'enrôler ma structure et ensuite aller directement vers la demande de solde. Voilà. Donc là, on est sur, j'ai envie de dire, la dernière étape de ce financement qui correspond à la demande de solde. Alors, très important, il faut savoir qu'avant cette demande de solde, il y a des échanges que la task force va opérer avec chacun d'entre vous. Donc, je parle bien de tous les opérateurs, acheteurs, développeurs compris, hein, mais bon, les acheteurs sont le plus grand volume, bien entendu. Il y a des itérations que nous allons initier avec vous sur la volumétrie des balles que nous avons au niveau de l'annuaire santé et que vous estimez avoir. Donc, l'idée ici, c'est que mensuellement, vous sera envoyé un fichier avec la volumétrie de balles que nous, on a. Donc, bien entendu, ici, l'idée, c'est quoi? C'est de faire des itérations pour vraiment travailler sur les écarts qu'il pourra avoir entre nos deux chiffres, les vôtres et les nôtres, bien entendu. Point très important sur cette itération, c'est que nous allons envoyer ces communications-là sur vos contacts déclarés dans la liste blanche. Voilà. Dans la liste blanche, sur vos noms de domaine, il y a une partie qui précise les contacts sur lesquels nous pouvons échanger en tant que gestionnaire de l'espace de confiance. Donc, je vais vous remettre également dans le chat le lien de la liste blanche afin que vous puissiez vérifier que les contacts que nous avons sont toujours les bons. Voilà. Donc, sur ces contacts, comme j'ai dit, vous recevrez mensuellement un fichier Excel avec la volumétrie qu'on a. Alors, ça sera un fichier assez basique, hein, c'est-à-dire il aura deux onglets, le détail de tous vos balles et un autre onglet qui sera plutôt un onglet de résumé, donc une volumétrie par typologie de balles. Voilà. Et ça ouvrira, je pense, des échanges pour travailler sur ces écarts-là. C'est très important que cette partie soit suivie parce que c'est sur ces chiffres-là que nous allons nous baser
pour votre financement. Donc, comme vous voyez sur l'encart de gauche, hein, le dernier point, c'est envoi du comptage de balles à l'ASP pour le calcul du vol solde. Donc, c'est la task force opérateur MS Santé qui valide la volumétrie des balles déclarées auprès de l'annuaire santé pour votre financement. Donc, comme je dis, cet encart-là, il est précise, donne des informations assez importantes sur cet échange-là. Donc, je vous demande vraiment de suivre ce point-là. Bon. Maintenant, de manière pratico-pratique, comment effectuer sa demande de solde? Donc, une fois de plus, il y aura un formulaire web, hein, donc chose assez pratique, hein, tout est dématérialisé, pas d'échange papier. Donc, sur ce formulaire web de demande de solde, ben, vous devrez uploader la facture du bon de commande de déploiement, voilà, la facture du devis signé, hein, du bon de commande déploiement qui aura été uploadé pour l'enrôlement, parce qu'à l'enrôlement, on vous demande le bon de commande de la commande de la prestation, donc mise à jour du connecteur. Et lorsque vous demandez le solde, on va demander la facture payée de ce bon de commande, voilà, ou du devis signé. Voilà. Et ensuite, il y a un point structurant, on vous demandera également une preuve de déploiement du connecteur référencé. Alors, cette partie-là, pour le moment, nous n'avons pas d'informations à vous connecter puisqu'on est en train de la produire, mais l'idée est d'avoir une preuve technique, voilà, une preuve technique que ce déploiement du connecteur référencé a bien été effectué sur vos environnements de production. Dernier point qui pourra peut-être mener à la discussion, mais bon, ça, les débats sont ouverts et j'ai envie de dire que d'ici le 30 juin, on pourra peut-être évoluer, mais bon, à voir. On demandera également de la documentation, hein, pour les utilisateurs finaux. Voilà. Bon. Comme je dis, ce point-là, il pourra être amené à discuter, mais pour l'instant, voilà, c'est les documents qu'on vous demandera. Donc, je continue toujours sur ces sujets de demande d'enrôlement, de demande d'avance et de solde. Ben, il y a les équipes de l'ASP. Il y a les équipes de l'ASP, hein, donc cette agence de services de paiement. Vous devrez faire vos démarches, qui organise un webinaire dédié justement aux opérateurs MS Santé que vous êtes, ben, le 16 février de 15 à 16 heures. Donc, une fois de plus, les deux thèmes qui seront abordés, ben, ça sera l'enrôlement de votre structure, hein, les différentes étapes que j'ai pu vous décrire, et aussi les actions à effectuer pour la demande d'avance. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire à ce webinaire pour que une démo vous soit effectuée de manière concrète. Et vous pourrez, bien entendu, ça sera l'occasion de poser toutes vos questions. Alors, je vous rassure, hein, on a un temps juste après la présentation où on pourra prendre vos questions posées dans le chat et on les lira et on pourra vous répondre de vive voix. Alors, donc là, je pense que j'arrive à la fin de ma partie et je passe la parole à José. Merci Mike, bonjour à tous. Alors, nous allons parler du suivi du déploiement des solutions référencées Ségur. Donc, l'objectif est que tous les opérateurs soient conformes au référentiel 1 à date du 30 juin. Si vous êtes opérateur, vous allez être démarché par les opérateurs développeurs et vous allez être également accompagné pour que le grade de votre région puisse vous délivrer des conseils. Quant à l'ANS, elle viendra en appui au grade pour identifier les acteurs, comme relais également. Le sujet sera abordé lors des comités opérationnels régionaux Ségur. Et le sujet sera également abordé lors d'ateliers Ask Me Anything. Donc, on sera là pour répondre à toutes les questions. Donc, merci à tous pour votre écoute. Nous allons passer maintenant à la phase d'échange et de réponse à vos questions. On vous met également quelques liens, voilà, de la documentation à laquelle vous pouvez vous référer. Merci beaucoup. Merci Mike, merci Edouard. Et voilà, on passe aux questions-réponses. Je crois que vous avez déjà beaucoup répondu dans le chat. Vous avez même beaucoup répondu dans le chat. Il en reste une. L'exhaustivité, peut-être en reprendre certaines par oral, pour le partager à tout le monde peut-être. Il nous reste un peu de temps.
Je vous laisse faire si vous voulez, peut-être pour les plus générales. Exactement. Je regarde, je repars des plus anciennes. Oui, alors il y avait une question effectivement pour savoir effectivement si les ESMS étaient concernés ou pas, et la réponse qui a été donnée, c'était de dire que, encore une fois, il y a une autre question derrière dans le même sens, c'est qu'on ne l'a peut-être pas assez précisé dans la présentation, mais, enfin, si, on l'a dit en introduction, mais tout ce qu'on dit ici et toute cette démarche-là ne s'applique qu'aux opérateurs. Et dans notre terminologie, un opérateur, c'est bien un éditeur de logiciels, d'un côté pour les opérateurs développeurs ou une structure pour les opérateurs acheteurs, plus généralement une structure de soins. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on n'a peut-être pas assez rappelé qu'il y a aussi d'autres éditeurs qui sont éditeurs de logiciels clients de messagerie, qui sont concernés aussi par les référentiels MS Santé, et en particulier le référentiel 2, hein, qui est l'objet des échanges d'aujourd'hui, et que toute la démarche d'aujourd'hui n'est concernée que les opérateurs qui ont véritablement signé un contrat et qui ont un contrat opérateur MS Santé avec l'ANS. Donc tous les éditeurs de clients de messagerie qui se connectent à des boîtes aux lettres fournies par des opérateurs et qui ne proposent pas eux-mêmes de boîtes aux lettres ne sont pas concernés par la démarche aujourd'hui. Pour autant, effectivement, si un ESMS est opérateur, ça peut être le cas, c'est assez rare, mais ça peut être le cas, mais il le sait, et à ce moment-là, il a un contrat opérateur avec nous, et donc il est concerné par la démarche. N'hésitez pas, Mike ou José, à prendre d'autres points que vous trouvez intéressants. Alors, moi, il y a une question qui. Alors, José, effectivement, a apporté une réponse, mais je veux bien qu'on la partage. Alors, elle est de Sarah Chapelier, alors, je donne un peu l'idée de la question. Hein. En résumé, elle demande si le référencement a une valeur officielle ou est-ce que les opérateurs, alors non listés, je ne vois pas trop ce que ça veut dire, peuvent se mettre en conformité par la suite. Bon, je vais répondre avec ma compréhension, enfin, oui, c'est ça, de ma compréhension en tout cas. Madame Chapelier, n'hésitez pas à compléter si besoin. Donc, première chose, est-ce que ce référencement a une valeur officielle? J'ai envie de dire grand oui, parce que c'est quand même un référencement qui donne droit à des financements Ségur. Donc, effectivement, la réponse est oui. Hein, c'est un référencement officiel donné par l'ANS. Et ensuite, est-ce que les opérateurs non listés peuvent se mettre en conformité par la suite? Alors, la conformité, je la comprends de deux niveaux, donc je vais répondre sur ces deux points. Est-ce qu'un opérateur développeur pas présent dans les slides a l'occasion d'être référencé par la suite? La réponse est oui. Les opérateurs développeurs ont jusqu'au 23 mars pour être référencés. Donc, Edouard, je veux bien que tu repartes sur la liste où il y a les opérateurs développeurs, s'il te plaît. Oui. La slide plutôt, devrais-je dire. Parfait, merci. Donc, en bas de la slide, vous voyez à date tous les opérateurs qui sont référencés. Donc, cette liste est disponible sur le site isanté.gouv. Hein, voilà. Mais il faut savoir qu'on en espère, on en attend d'autres, et ils ont jusqu'au 23 mars pour arriver sur cette liste. Donc ça, c'est le premier niveau de conformité. Et après, il y a un deuxième jalon de conformité qui est au 30 juin prochain, qui est la conformité au référentiel 1, version 1.5. Et la réponse est oui, bien entendu. Tous les opérateurs, là c'est opérateurs avec grand O, hein, développeurs et acheteurs confondus, ont jusqu'au 30 juin prochain pour être conforme. Voilà. Je vais plutôt repasser sur les questions qui sont arrivées récemment, sur lesquelles on n'a pas répondu par écrit. Je vois qu'il y en a pas mal. J'en prends une de Jean-Christophe Drapier. Si les balles nominatives sont bien publiées de notre côté, mais pas visibles sur votre annuaire santé, est-ce que ces balles seront comptabilisées quand même? Alors effectivement, Mike en a parlé, mais il faut le repréciser. Effectivement, c'est bien l'objet de cette démarche qu'on veut mettre en place avec l'ensemble des opérateurs d'ici le 30 juin. C'est justement de vous envoyer, en tout cas au contact dont on dispose pour chaque opérateur, la liste des boîtes aux lettres déclarées par type à date, côté annuaire, pour justement qu'on ait le temps dans la période qui nous sépare du 30 juin, de pouvoir faire en sorte que votre visibilité des boîtes aux lettres soit conforme avec celle de l'annuaire. Et pour ce faire, effectivement, ça passera probablement parfois par des régularisations de côté opérateur pour que des alimentations qui n'étaient soit pas faites, soit rejetées par l'annuaire, soient fonctionnelles et donc qu'il n'y ait pas de débat le 30 juin lorsqu'il y aura financement, puisque nous, on s'appuiera bien sur le décompte
on verra dans l'annuaire et non pas sur un décompte déclaratif. Je ne veux pas qu'il ait répondu en parallèle. Alors, il y avait une autre question juste au-dessus, Delphine Guittet. Alors, je crois que tu réponds. Effectivement, le contrat opérateur, c'est ce qu'on voulait dire à l'étape 1, peut être signé depuis avril 2022, je dirais le plus tôt et le mieux. Donc, il peut être signé complètement, de manière complètement décorrélée des opérations faites avec l'ASP, puisque l'ASP vous demandera une preuve de cette signature. Donc, déjà, il faut l'anticiper. Et oui, ça peut être fait dès à présent. Je remonte. Date limite de déploiement technique est-elle au 36 ou au 39, date limite du dépôt d'épreuves techniques? Là, effectivement, aussi, il y a bien deux dates, hein, vous l'avez compris. Et le 36, c'est deux choses, mais c'est surtout la date de fin de mise en conformité au référentiel 1, tel que ça a été indiqué lors de sa publication en avril 2022. Donc, effectivement, d'un point de vue technique et contractuel aussi, l'ensemble des opérateurs devront être conformes, donc déployés pour les opérateurs acheteurs, ou évidemment référencés pour les opérateurs développeurs, au 30 juin. Et ce qui se passe le 39, c'est que les demandes de solde, finalement, pourront être émises à partir du 30 juin, puisque c'est là où on connaîtra le décompte des boîtes aux lettres. Et les opérateurs, acheteurs ou développeurs, auront jusqu'au 39 pour déposer auprès de l'ASP leur dossier et être financés. Mais ce n'est qu'une partie administrative jusqu'au 39. Je vois que tu as répondu. Edouard, si tu... Oui, exactement, c'est cette question-là. Vas-y, je te laisse. Non, bon, Ok, d'accord, très bien. Alors, la question est connecteur référencé, de quoi s'agit-il? Merci de donner un exemple. Alors, très simplement, quand on parle de connecteurs référencés, déjà, on parle des opérateurs développeurs, on parle de ceux qui produisent la technologie. Donc, dans le cadre de ce financement, on a demandé aux opérateurs développeurs, justement, de monter à un certain niveau technique avec leurs solutions. Ici, en fait, on leur a demandé d'implémenter l'API LPS et deux points supplémentaires, alors des points qui correspondent aux indicateurs d'usage. Et donc, suite à ce développement, ils ont dû passer sur une plateforme technique qui permet de prouver que leur solution, la mise en œuvre de ce qui a été demandé, a été réalisée et sous la bonne forme. Et suite à ça, ils ont un dépôt de preuves à effectuer sur le site de référencement, après quoi ils obtiennent un référencement. En résumé, ils ont un tampon Ségur, qui indique que la solution produite est conforme à ce qui est attendu. Voilà. Et l'étape d'après, c'est quoi? C'est de pouvoir déployer ce connecteur référencé vers les opérateurs acheteurs que vous êtes, pour que vous, à votre tour, puissiez aller solliciter des financements Ségur. Voilà, c'est ça le connecteur référencé. Alors, je prends une autre question. Est-ce que votre planning signifie que les balles déployées après fin juin, ne sont pas financées? Alors, effectivement, c'était tout à fait ça. C'est que puisqu'effectivement, la limite de mise en conformité côté référentiel, elle est au 30 juin, effectivement, c'est uniquement les balles déployées jusqu'au 30 juin qui seront financées. Donc, celles qui seront déployées après ne rentreront pas dans le cadre du financement. J'étais en train de faire la réponse. J'ai vu une autre question juste en dessous, presque. Comment cela se passe pour les opérateurs multidomaines portant plusieurs domaines pour des établissements différents? Alors ça, effectivement, on n'a peut-être pas assez rentré dans le détail non plus. Souvent, effectivement, il y a pour un établissement soins donné, pour rappel, il peut être équipé d'MS Santé de deux manières. Pour faire simplifier, il peut être soit effectivement opérateur en titre, c'est-à-dire que grosso modo, il héberge lui-même ses boîtes aux lettres et il a un sous-traitant qui lui fournit parfois donc un connecteur MS Santé qui est un opérateur développeur. Et donc, à ce titre-là, lui, il peut profiter d'un financement Ségur. Par contre, un établissement qui est équipé par un opérateur plutôt industriel développeur, c'est l'opérateur industriel qui peut toucher le financement Ségur et non pas son client, puisque son client n'est pas opérateur. Encore une fois, ce financement ne peut toucher que les structures qui sont opérateurs en titre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu d'autres questions. Je sais que j'ai mis une réponse en attente qui était vers le milieu.
Savoir s'il était possible, je pensais que c'était Mac qui pouvait répondre à cette question-là. J'essaie de la retrouver, de Corinne. Non, un peu plus bas. Voilà. Oui, alors je reprends la question. Pourquoi demander un justificatif d'identité de la personne dépositaire? Nous faisons la demande au nom de la structure. S'agit-il du justificatif d'identité du représentant légal de la structure? Merci. Alors voilà, je n'étais pas sûr de comprendre la question. Je posais la question de savoir si c'était, si on parlait effectivement de faire la démarche pour le compte d'un opérateur acheteur, ce qui a priori pas prévu. Nous, on a prévu que ce soit l'opérateur acheteur en titre qui fasse la demande auprès de l'ASP. Voilà, je n'étais pas sûr de savoir si la question était bien celle-là. Je ne sais pas si Mac comprend différemment la question. Non, je suis aligné. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles questions? Oui. Hop. Alors, on nous dit non listé dans les slides, Maincare, Mediware. Est-ce que l'IFUN pourra se mettre en conformité, par exemple? Alors, effectivement, nous, pour l'instant, on ne peut pas indiquer effectivement qui est inscrit dans la démarche de référencement. Ce qu'on peut vous dire, c'est uniquement le nom des opérateurs qui sont publiés. Effectivement, il y en a bien d'autres, il y en a plusieurs autres en tout cas, qui sont encore dans la démarche. Et on aura la liste complète des opérateurs effectivement conformes au 23, enfin autour de la fin mars. Mais à date, ce sont les 5 sur lesquels on peut communiquer. Ensuite, opérateur développeur HCO 23 pour être référencé. Que se passe-t-il pour les opérateurs acheteurs si son opérateur développeur n'est pas référencé au terme de l'étape 2, car cela correspond aussi au terme de l'étape 3 oui. Alors, effectivement, il faut nécessairement qu'un opérateur développeur soit référencé pour qu'un opérateur acheteur puisse prétendre au Ségur et puisse donc être considéré comme référencé. Donc, notre objectif, c'est bien de faire en sorte, et on y travaille activement en ce moment, que tous les opérateurs développeurs soient référencés au 23. On a un bon espoir que ce soit le cas. Mais effectivement, ça pourrait être une difficulté qu'il faudra être, en tout cas, qui ne permettrait pas à certains acteurs, en tout cas, de toucher le financement Ségur. Par contre, il faudra de tout bien trouver des solutions pour gérer ces cas-là d'opérateurs non conformes à l'issue du 30 juin. Notre objectif, c'est bien que tout le monde devienne conforme, même s'ils n'ont pas pu profiter du financement Ségur, qui n'est qu'un accélérateur. Alors, de nouvelles questions. Alors, il y a la question de M. Guilas qui indique être dans un GHT qui a 4 établissements, mais un seul nom de domaine. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'il faut faire une demande pour chaque établissement? Alors, ici, si vous avez un seul nom de domaine, il est fort possible, alors je vais sur des hypothèses, hein, vous pouvez me corriger, bien entendu, il est fort possible que vous ayez un seul contrat auprès de l'ANS. Et donc, c'est l'établissement qui porte le contrat qui sera en capacité de faire la démarche pour solliciter le financement. Voilà. Donc, c'est en résumé, il faut comprendre que c'est un financement par contrat signé. Si dans votre GHT, vous avez 4 contrats, effectivement, je pense qu'il m'étonnerait, hein, vu que vous dites que vous avez un seul nom de domaine, si vous avez 4 contrats, ben, vous avez 4 possibilités de solliciter le financement. Mais s'il y a un seul contrat, comme je l'ai dit, ben, ça sera une seule démarche de financement possible. Une nouvelle question intéressante. Une vague 2 SONS opérateur est-elle d'ores et déjà envisagée pour les années suivantes? Alors effectivement, on ne l'a peut-être pas rappelé non plus, c'est qu'effectivement cette démarche SONS opérateur, elle n'était pas initialement prévue dans les premières vagues des task force, enfin des SONS, je dirais LPS métier. Elle a été introduite par la suite. Pour l'instant, en tout cas, alors on ne peut pas fermer la porte, mais pour l'instant, il n'est pas prévu de vague 2, on va dire, pour ce SONS opérateur, puisqu'a priori, pour l'instant, on a pu intégrer les grosses évolutions qu'on souhaitait faire, et on ne peut pas, sur les opérateurs, intégrer sans doute des vagues aussi fréquentes que pour les éditeurs.
voilà, pour l'instant, rien de prévu. C'est pas dit qu'il n'y aura pas une nouvelle vague future, mais sans doute pas en vague 2. Il n'y a aucune démarche dans ce sens. Alors, je vois une question sur les IDE, effectivement, qui ne relève pas tout à fait du sujet. Je vois que José qui a proposé de prendre le point par ailleurs. Oui, c'est un problème assez complexe. Oui, c'est un problème de bascule à délire PPS. Je pense qu'on peut répondre, mais c'est un autre sujet. Alors, il y a une question de Monsieur François Lebrun. Bon, je la lis telle quelle. Bonjour, merci pour ce webinaire. Je vous en prie. Nous sommes dans un contexte très spécifique de transfert de contrat vers notre opérateur développeur. Vers qui pouvons-nous nous tourner pour sécuriser cette montée de version? Alors bon, là, on va dire que ce sont des opérations organisationnelles et techniques qui ne sont pas forcément dans le cadre de notre financement ici. J'ai envie de dire que ça, c'est une action entre les deux structures, c'est-à-dire entre la vôtre et votre futur opérateur. Mais toutefois, bien entendu, vous pouvez vous rapprocher de nos services pour avoir un peu de suivi, j'ai envie de dire. Donc, je vous invite à écrire alors je vous mets l'adresse dans la réponse, à écrire à mon service client.mssanté @isanté.gouv.fr. Alors, je mets cette adresse dans la réponse et je vous invite à écrire un mail qui décrit un peu votre besoin pour qu'on puisse revenir vers vous. Donc, il y a plusieurs questions effectivement sur les IDE qui n'ont pas signé effectivement avec l'ordre et qui ne sont pas présentes dans l'annuaire et qui de ce fait ne permettront pas de faire profiter en tout cas l'opérateur qui les héberge de financement dans ces boîtes-là. Effectivement, ça on essaiera de répondre en dehors. C'est un sujet effectivement. Alors, comment savoir si... il y a la question, il existe aussi des opérateurs acheteurs du marché, CGM ou autres. Comment savoir s'ils ont bien fait leur démarche de conformité auprès de l'opérateur développeur? Avez-vous un listing? Alors, de toute manière, effectivement, on ne l'a peut-être pas dit non plus clairement, dans les opérateurs référencés, pour l'instant, effectivement, vous n'avez que les opérateurs développeurs. Et alors là, je m'appuie surtout à Mike pour voir ce qu'on a prévu pour la conformité des opérateurs acheteurs en termes de publication à l'écosystème. En tout cas, ça ne passera pas par cette même liste puisqu'il n'y a pas de référencement en tant que tel. Mais effectivement, il serait bon qu'on publie, et ça, je pense qu'on n'a pas de modalité encore très précise pour dire finalement quels sont les opérateurs acheteurs qui sont conformes avec le référentiel 2, on va dire. Alors, effectivement, pour l'instant, c'est un point qui n'a pas été... Oui, c'est un point qui n'a pas été abordé, mais il y a une volonté en tout cas de publier, de faire connaître cette liste des opérateurs avec un connecteur référencé. Voilà, je vais dire ça comme ça, parce que les opérateurs ne seraient pas allés vers le référencement même. Mais voilà, l'idée en tout cas est de publier cette information. De donner cette information. Il y a une question qui me paraît très pertinente, qui est de Pierre-Michel Mazard. Donc, je lis la question, c'est l'opérateur développeur a jusqu'au 23 mars pour être référencé. Que se passe-t-il pour les opérateurs acheteurs si son opérateur développeur n'est pas référencé au terme de l'étape 2? Voilà, en résumé. Ah, d'accord, autant pour moi. J'ai oublié. Très bien. Je voyais une autre question, il nous reste 10 minutes. Oui, mais tu as répondu, mais bon, peut-être le dire pour tout le monde, effectivement. Oui, enfin, il y a une question qui disait il faut donc avoir ses propres serveurs de messagerie pour être opérateur et donc prétendre au financement. Oui et non. Enfin, effectivement, Mike dit non, il a raison. Mais dans le sens où ça peut être un raccourci un peu rapide, effectivement, à faire. Même si effectivement, évidemment, l'hébergement, ce n'est pas nécessairement l'opérateur acheteur qui le fait, il peut avoir un sous-traitant pour le faire, mais généralement, un opérateur acheteur, effectivement, supporte la charge de l'hébergement d'une manière ou d'une autre, indirecte ou pas, des boîtes aux lettres.
Mais en tout état de cause, de toute manière, effectivement, tout opérateur acheteur a un contrat. C'est ça qui vous permettra de savoir s'il est éligible au financement. Qu'est-ce qu'une autre question? Bien sûr, non, j'ai répondu. Existe une liste des opérateurs acheteurs en région? Oui, alors tout à fait. La question, existe-t-il une liste des opérateurs acheteurs par région? Les grades pourraient les contacter individuellement pour échanger sur le sujet et inciter à candidater au financement et mise à niveau. Alors c'est tout à fait ça, hein, c'est ce que José effectivement présentait à la fin. On ne l'a peut-être pas dit de manière assez détaillée, mais c'est bien notre objectif. C'est que comme on sait qu'il y a quand même un défi important en termes de volumétrie des opérateurs acheteurs par rapport aux opérateurs développeurs, c'est qu'effectivement, il faut un accompagnement resserré de ces opérateurs acheteurs. Donc, ce n'est pas le cœur de métier finalement d'être opérateur, contrairement aux développeurs. Et donc, fatalement, il va bien falloir effectivement revenir vers chacun d'entre eux. Donc, la liste, on l'a, elle va être communiquée à chacun des grades en particulier, pour que dans chaque région, ils puissent faire effectivement des actions d'accompagnement auprès des opérateurs acheteurs pour relayer cette démarche et aussi suivre l'avancement de cette démarche pour qu'un maximum d'opérateurs soient conformes à la date du tournoi et puissent aussi, s'ils le souhaitent, profiter du financement Ségur. Alors, l'enrôlement auprès de l'ASP, que l'avance soit demandée ou non, doit-il être réalisé avant le 23 mars? Mike, je te laisse peut-être répondre pour ne pas dire de bêtises. Non, effectivement, non. Non, l'enrôlement, c'est vraiment la demande d'avance qui ne sera plus possible au lendemain du 23 mars. Mais l'enrôlement est possible, bien entendu, après cette date du 23 mars, et cela jusqu'au 30, non, passé même le 30, excusez-moi, je dis des bêtises. Il faut comprendre en tout cas que l'enrôlement est possible jusqu'à la fin du financement opérateur. Donc jusqu'au 28 septembre 2023. Donc non, l'enrôlement ne s'arrête pas à la date du 23 mars. Oui, il y avait une autre question très similaire, effectivement. Je pense que c'est écrit, en tout cas, si mon opérateur développeur se fait lancer le 23 mars, en tant qu'opérateur acheteur, nous n'avons plus la possibilité de se faire enrôler. La fenêtre est fermée, quoi, grosso modo. Mais non, effectivement, vous n'aurez plus effectivement la possibilité de demander une avance, donc ces fameux 6 000 €. Effectivement, on voit bien que la fenêtre est assez courte, mais ça ne vous empêche pas de profiter du solde qui contiendra les 6 000 € que vous auriez pu avoir en avance, plus le calcul de la formule au 30 juin. Étant opérateur acheteur, pouvez-vous partager l'URL pour contractualiser V2? Alors, effectivement, on ne l'a peut-être pas mis dans les sites, ça doit être peut-être à la fin du support. Est-ce que c'est dessus? Sinon, il faut qu'on la mette dans le chat. Bah, je viens de le faire. Tu viens de le faire? Super. Voilà, là, il y a toutes les informations pour pouvoir effectivement faire la démarche de manière électronique. On trouve la liste des professionnels. Donc, je vois que José a effectivement répondu. Et si vous voulez aussi des informations effectivement un peu plus, pas détaillées, mais en tout cas complètes, vous pouvez aussi vous référer au référentiel 1 MS Santé qui reprend ces différents textes de loi et qui essaie de clarifier un peu les professionnels habilités à l'échange de MS Santé. Je vois qu'on est presque au bout. Je ne vois pas de... Ah, c'est une nouvelle question, pardon. Alors, je la lis, certains GHT possèdent une solution opérateur pour certaines structures et une autre solution du marché pour d'autres structures. Est-il intéressant pour eux de mutualiser la solution opératrice d'ici fin mars afin de bénéficier de financements plus importants? Juste avant que tu apportes ta réponse, je veux préciser quelque chose parce que la question montre une certaine incompréhension. Alors, je vais revenir sur la slide des étapes pour préciser. Donc, je vous parle de cet encart à gauche qui montre les étapes avant d'arriver au solde. Il faut comprendre que si vous n'avez pas effectué votre demande d'avance avant le 23 mars, rien ne vous limite à aller directement vers le solde. Donc, pour répondre
à une partie de la question, c'est que vous pouvez faire votre modification de structure jusqu'à fin mai, jusqu'à mi-juin, et faire la demande de solde après. Voilà. Ce que je veux passer comme message, c'est que ne pas faire la demande d'avance n'empêche en rien de toucher le financement plus tard. Donc, il faudra aller directement au solde. Voilà. C'est ça que je voulais dire juste avant que tu essaies la réponse. Je ne suis pas sûr d'avoir complètement compris la question, mais je vais essayer d'y répondre. Disons que je pense pas qu'il y ait le but, en tout cas, de notre démarche n'est pas de faire en sorte que des GHT ou des structures changent leur manière d'être hébergées. C'est pas du tout le but de la démarche. Disons que pour la part des boîtes aux lettres qui sont effectivement hébergées en tant qu'opérateur acheteur, effectivement, la structure peut bénéficier d'un financement, mais finalement, ce financement, il va surtout nous servir à payer la prestation de l'opérateur développeur. Alors que pour la part, justement, où il n'est pas hébergeur lui-même et qu'il n'est pas opérateur, à ce moment-là, c'est plutôt l'industriel qui va toucher le financement, mais ça sera neutre pour la structure. Donc, c'est pas notre objectif. Je veux dire, il ne faut pas que la stratégie d'une structure GHT soit impactée par cette démarche de financement. Ce n'est pas notre but. Je ne sais pas si je réponds à la question. Ok. Est-ce qu'il y a une nouvelle question? Je ne vois pas de nouvelles questions. On a peut-être raté quelques-unes, mais en tout cas, sinon, elles sont. Je ne sais pas si elles seront reprises. Je ne sais pas, Élodie, si les questions-réponses sont annexées à la présentation, je ne me souviens plus. On peut, si vous voulez faire une FAQ, on pourra la publier. Ouais, ça pourrait être intéressant. Il y a quand même beaucoup de questions. Ça serait intéressant pour les. Ça pourrait être intéressant. Ok. Si on a fait le tour, je vous propose qu'on s'arrête là. 58, on va finir à l'heure, c'est super. Merci à tous pour votre présentation, pour vos questions, pour votre présence. Comme je vous disais, je vous ai mis le lien dans le chat de la page sur laquelle on publiera le replay et le support de présentation, et donc les réponses aux questions. Merci à tous, on se retrouve très vite pour d'autres événements et webinaires, et puis bon après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'après-midi. Merci, à bientôt.